Je suis tombé sur un post Instagram cette semaine. Quelqu'un avait posé une question simple à sa communauté. Quelle est la pire décision financière que vous ayez jamais prise? Il y avait des centaines de réponses et franchement, certaines m'ont fait sourire, mais d'autres m'ont serré le cœur. Pas parce que les gens sont stupides, loin de là, mais parce que je reconnais dans chaque témoignage des situations que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Alors aujourd'hui, je vais lire ces témoignages avec vous et pour chacun, je vais vous dire exactement ce que j'aurais conseillé à cette personne. Pas pour juger évidemment, mais pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Alors nous avons le témoignage de Bérénice qui nous dit « J'ai acheté une maison avec mon ex, il n'a pas payé le crédit et ne me l'a jamais dit. Donc aujourd'hui, je suis fiché à la Banque de France à cause de lui. C'était la pire erreur de ma vie entière. » Bérénice, d'abord ce que je veux vous dire, c'est que cette situation, elle est vraiment douloureuse. Ce n'est pas qu'une erreur financière, c'est une véritable trahison. Mais voilà ce que je vois moi en tant qu'architecte financier. Alors, erreur clé, un achat immobilier sans protection juridique entre co-emprunteurs. Ce qui signifie solidarité des dettes. Si l'un ne paie pas, l'autre est entièrement responsable. Et le contrat n'avait probablement aucune clause de sortie prévue. En réalité, quand deux personnes achètent ensemble, que ce soit entre couples, entre associés ou entre amis, il y a des questions qu'on doit se poser avant la signature. Par exemple, qui paie quoi? Et cela doit être mis par écrit et pas seulement à l'oral. Que se passe-t-il en cas de séparation? On devrait anticiper une convention d'indivision ou un pacte de tontine. Ça se rédige. Est-ce qu'on a prévu une assurance qui couvre les co-emprunteurs en cas de défaillance? Chez Tétac & Associés, avant tout achat, on structure le cadre juridique. Une convention d'indivision bien rédigée peut éviter exactement ce qui est arrivé à Bérénice. L'amour ne remplace pas un contrat, et en patrimoine, les émotions et la paperasse ne font pas bon ménage. Sauf quand, évidemment, la paperasse est bien faite. Nous avons là le témoignage de Samantha qui nous dit « Pire erreur, j'ai laissé enregistrer ma carte bancaire dans la PlayStation de mon fils de 8 ans à l'époque. Il a acheté tous les trucs inimaginables qu'il a pu acheter sur Fortnite. » Samantha, je vous jure que c'est la première fois que je parle de Fortnite sur une vidéo d'investissement et de gestion de patrimoine. Mais derrière ce témoignage qui fait sourire, il y a quelque chose de très sérieux. Alors la première chose, c'est un accès non contrôlé à un moyen de paiement, une absence de compte dédié aux dépenses à risque et une confusion entre carte principale et carte de dépenses courantes. Et ce n'est vraiment pas une blague de conseiller, c'est une vraie question de structure financière. Combien de mes clients ont leur carte principale liée à tous les abonnements, plateformes, comptes d'enfants et n'ont aucune visibilité sur ce qui sort vraiment chaque mois? Voici une structure optimale en termes de gestion de moyens de paiement. Une carte principale qui va gérer les flux entrants et les charges fixes uniquement. Une carte secondaire avec des plafonds illimités, c'est-à-dire les dépenses variables, des abonnements et des achats en ligne. Et surtout, 0 carte bancaire enregistrée dans un appareil partagé. Chez Tétac & Associés, la segmentation des flux, c'est la base d'une gestion saine. C'est pour ça que nous, on commence toujours par cartographier les flux entrants et les flux sortants. Et souvent, les clients découvrent des fuites qu'ils n'avaient jamais vues. Alors le principe, il est simple. Vous ne pouvez pas piloter ce que vous ne mesurez pas. La première étape de la richesse, c'est la visibilité sur son argent. Nous avons le témoignage de Poux qui nous dit « Je me suis endetté à hauteur de 70 000 € pour développer une application. Elle ne marche pas et je vais devoir payer 600 balles de prêt par mois pour les 10 prochaines années. » Le petit emoji souriant à la fin. C'est le genre d'humour qu'on développe quand on n'a plus le choix de rire. Poux, je vous entends et je vous comprends. Entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est ça la réalité. Mais voilà ce que j'aurais regardé avant. Premièrement, investissement entrepreneurial sans structure de protection du patrimoine personnel. La dette est un nom propre, donc son patrimoine personnel est engagé directement. Aussi, quand vous investissez dans un projet entrepreneurial, que ce soit une application, un restaurant, une activité, la question numéro 1 n'est pas « est-ce que ça va marcher ?» mais plutôt « si ça ne marche pas, qu'est-ce qui est protégé ?» Du coup, il faut une structure juridique adaptée. Je pense notamment à une SAS ou une SASU qui isole le risque entrepreneurial du patrimoine personnel. Un apport en capital plutôt qu'un emprunt personnel protège votre bilan et un plan de sortie, même pessimiste, doit exister avant d'engager 70 000 €. C'est pourquoi chez Tétac & Associés, avant tout projet entrepreneurial majeur, on fait un audit de protection patrimoniale. L'objectif est simple, que le pire scénario ne détruise pas ce qui a mis des années à se construire. Ce qui nous amène à ce principe. Le risque entrepreneurial est sain. Le risque non structuré, lui, peut être fatal pour votre patrimoine personnel. Nous avons le témoignage de Damji qui nous dit
J'ai investi toutes mes finances dans un restaurant. On a fait une liquidation. On a perdu la maison, la voiture, et je continue de rembourser 800 € par mois pendant 5 ans. Quand le rêve réalisé devient ton pire cauchemar, là, on n'est plus dans l'anecdote du tout. Dame J a tout perdu. La maison, la voiture, et la liquidation ne l'a pas libérée. Elle rembourse encore 800 € par mois. C'est une histoire que j'entends sous différentes formes régulièrement et elle illustre l'erreur la plus grave en gestion de patrimoine. Et l'erreur clé ici est la concentration totale du patrimoine sur un seul actif risqué, sans filet de sécurité. Une absence totale de diversification, résidence principale engagée comme garantie entrepreneuriale. Elle le dit elle-même, toutes mes finances dans un restaurant. C'est la phrase qui fait vraiment tout basculer. Aucun patrimoine ne doit jamais être concentré à 100% dans un seul actif. Ainsi, la résidence principale ne doit jamais être mise en garantie d'un projet entrepreneurial. Un projet de restaurant doit être logé dans une société dédiée, capitalisée à hauteur du risque réel. On garde systématiquement un matelas de sécurité entre 6 et 12 mois de charge hors du projet. On ne mélange jamais patrimoine personnel et outils professionnels. C'est pourquoi chez TFAC Associés, la règle absolue, elle est simple. On ne met jamais tous ces mêmes œufs dans le même panier. Et on protège toujours le socle, c'est-à-dire la résidence principale, le matelas de sécurité, avant tout investissement entrepreneurial. Ce qui nous permet de tirer un principe essentiel. Un entrepreneur qui perd son projet et son patrimoine personnel recommence à zéro. C'est une différence de 10 ans. Nous avons le témoignage de Simon qui nous dit « Crédit de 35 000 pour une voiture PSK. Je voulais pas attendre 2 ans d'économiser. Voiture épave au bout d'1 an. Panne, pas accident. A passé 9 mois sur 12 au garage. Simon. Je ne voulais pas attendre 2 ans. Je ne vais pas vous sermonner sur l'impatience. On est tous passés par là. Mais regardons ce que ce choix a vraiment coûté. L'erreur clé ici est la suivante. Un crédit de consommation pour un actif dépréciant. C'est vraiment la double peine. Intérêt de crédit plus dépréciation immédiate du véhicule. Le véhicule vaut 25 000 € le lendemain de l'achat. Et 35 000 € de dette, eux, ne se déprécient pas. Donc, une voiture à crédit, c'est l'un des rares achats où vous payez plus cher quelque chose qui vaut moins cher au fur et à mesure que le temps passe. De plus, un crédit auto coûte en moyenne entre 3 et 5 % d'intérêt par an, sur un actif qui perd 15 à 20 % de sa valeur la première année. Les 2 ans d'attente que Simon voulait éviter lui auraient coûté 0 € d'intérêt et 0 garage. Alors la règle est simple. On n'emprunte pas pour acheter un actif qui se déprécie, sauf si ce n'est vraiment pas négociable. C'est pourquoi chez TFAC Associés, on distingue toujours les bonnes dettes des mauvaises dettes. Alors, la bonne dette finance un actif qui prend de la valeur ou génère des revenus. Et la mauvaise dette, quant à elle, finance du confort immédiat et du passif. Ce qui nous permet de tirer un principe essentiel. L'impatience est le plus grand ennemi du patrimoine. Ce que vous n'avez pas encore les moyens d'acheter comptant, vous ne pouvez probablement pas vous le permettre à crédit non plus. Nous avons le témoignage de Juliette qui nous dit « Faire un leasing à 20 ans, je vous en supplie, ne faites jamais ça. » Juliette n'a pas donné plus de détails, elle n'en avait pas besoin. Ici, l'erreur fondamentale, elle est simple. Le leasing, vous le payez pour utiliser un bien qui ne vous appartiendra jamais. À la fin du contrat, vous avez 0 actif, vous recommencez tout simplement. C'est pourquoi le leasing, c'est le produit financier le plus brillamment vendu dans l'industrie automobile. Vous avez l'impression d'avoir une belle voiture. En réalité, vous louez de la dépréciation à crédit. Avec un leasing à 400 € par mois sur 4 ans, vous dépensez 19 200 € à peu près et vous possédez 0 € d'actifs. Avec ces mêmes 400 € épargnés pendant 2 ans, vous achetez une voiture comptant à 9 600 € et possédez un actif. D'autant plus qu'à 20 ans, chaque euro qui ne crée pas d'actif est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. C'est pourquoi chez TFAC Associés, le meilleur moment pour développer de bonnes habitudes financières, c'est tôt. Parce qu'en gagnant mieux, on fait juste la même erreur en plus grand. Ce qui nous permet de tirer un principe essentiel. Ce n'est pas votre niveau de revenu qui détermine votre richesse, c'est votre capacité à transformer vos revenus en actifs. Nous avons le message de Cindy qui nous dit « Je gagnais 3 000 € par mois. J'étais célibataire et je dépannais tout le monde, amis, famille, etc., au lieu de gagner mon argent. Et quand j'étais en galère, personne pour m'aider. » Cindy, celle-là, elle touche quelque chose de très profond. Ce n'est pas une erreur financière au sens classique, c'est une erreur de priorité, souvent liée à la peur d'être égoïste, la peur de décevoir les gens qu'on aime. Et pourtant, financièrement, le résultat est exactement le même. Alors, l'erreur clé ici, c'est une absence de règles de priorisation personnelle. L'argent des autres avant son propre matelas de sécurité. Résultat, quand le choc arrive,
il n'y a aucun filet. Dans l'aviation, on vous dit toujours, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique de survie tout simplement. Alors voici une règle non négociable. Se payer en premier, avant les factures, avant la famille et avant les amis. Autre règle, avoir au minimum 3 mois de charge de côté sur un compte séparé, intouchable, avant toute aide extérieure. Et enfin, si vous voulez aider les autres durablement, vous devez d'abord être en position de force, évidemment. C'est pourquoi chez TFAC Associés, la première chose qu'on met en place avec un nouveau client, c'est le matelas de sécurité. Pas les placements, pas l'optimisation fiscale, le socle. Parce que sans socle, tout le reste est vraiment fragile. Ce qui nous permet de tirer le principe suivant, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Prendre soin de ses finances, c'est aussi prendre soin de sa capacité à aider les autres vraiment et durablement. Là, on a le message d'une personne qui a un pseudo marrant, je ne m'appelle pas, et qui nous dit « J'ai confié 50 000 € à mon père pour qu'il me les garde de côté, mais pour pas que je les dépense surtout. » Il est décédé 1 mois après. Le notaire n'a rien voulu savoir, il a fallu les partager avec les héritiers. Nous sommes 4 frères et sœurs, et nous avons une belle-mère. Ma mère est décédée il y a plus de 20 ans. Je veux prendre un petit moment pour celui-ci, parce qu'ici, on parle d'une perte financière, oui, mais surtout dans le deuil d'une situation de famille complexe et d'une décision prise avec les meilleures intentions du monde. Cette personne a fait confiance à son père, elle n'a pas fait une erreur humaine, elle a fait une erreur juridique, ce qui est très différent. Alors l'erreur clé ici, c'est de faire un transfert d'argent sans traçabilité juridique, ce qui signifie un don présumé au don de la loi. L'argent est confondu dans la succession du père, impossible à récupérer sans preuve de dépôt ou de prêt. En droit successoral français, tout ce qui se trouve dans le patrimoine d'une personne au moment de son décès est intégré à la succession, sauf preuve contraire. Si cette personne avait eu un simple document écrit, signé, indiquant que ces 50 000 € étaient un dépôt ou un prêt, mais pas un don, la situation aurait été complètement différente. Tout transfert d'argent entre particuliers doit être documenté par une reconnaissance de dette, un contrat de dépôt, un acte notarié, en fonction des montants. Au-delà de 1 500 €, une preuve écrite est recommandée. Et au-delà de 5 000 €, elle est indispensable. Si vous voulez protéger votre argent de vous-même, il existe des solutions simples. Un compte bloqué, un nantissement, un mandat de protection future par exemple. C'est pourquoi chez TFAC Associés, on travaille en étroite collaboration avec des notaires et des avocats spécialisés. Parce que la gestion de patrimoine ne s'arrête pas au placement. Elle englobe la protection juridique de ce que vous construisez et de ce que vous transmettez. Aussi, le principe est simple. L'intention ne remplace pas le droit. En matière d'argent, ce qui n'est pas écrit n'existe pas aux yeux de la loi. 8 témoignages, 8 personnes différentes, 8 situations que personne ne planifie. Et pourtant, si je devais résumer ce que j'ai vu dans chacun de ces témoignages en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ce n'est pas l'argent qui manquait, mais plutôt le système pour l'accueillir. Bérénice n'avait pas de cadre juridique. Damji n'avait pas de filet de sécurité. Poux n'avait pas de structure de protection. Cindy n'avait pas de règles de priorisation. Et Je ne m'appelle pas n'avait pas de documentation. Dans chaque cas, derrière l'histoire humaine, il y avait une architecture qui manquait. Mon travail chez TFAC Associés, c'est précisément de construire cette architecture avec vous avant que les erreurs n'arrivent, pas après. Aussi, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces témoignages, même partiellement, ou si vous réalisez que vous n'avez jamais eu cette conversation avec un professionnel, le lien est dans la description. Le premier échange est offert, on regardera votre situation ensemble.